Alors, on va passer maintenant au défi numéro 3, l'agriculture avec le phosphate. Alors l'agriculture, vous savez comme moi, c'est vraiment important parce que c'est la stabilité de la société qui en dépend, puisque on voit bien que les différentes révolutions sont passées surtout par une instabilité alimentaire. Donc il est essentiel pour nous d'avoir donc cette stabilité de ressources alimentaires pour que les gens ne se révoltent pas et qu'on n'ait pas des phénomènes tels que les gilets jaunes qu'on a eu il y a quelques années. Donc pour cela, en fait, il y a une des bases en fait de l'agriculture moderne, c'est bien sûr la mécanisation avec les tracteurs, l'industrialisation, les semences, mais il y a également le phosphate. Le phosphate, vous savez comme moi, c'est ces fameux engrais qui sont utilisés pour que les plantes poussent beaucoup plus facilement. Sauf qu'en fait, on risque d'avoir un problème sur les phosphates d'ici 50 à 100 ans environ, puisqu'en fait, l'agriculture actuelle ne respecte plus le cycle naturel du phosphate. Qu'est-ce qui se passait auparavant? Quand on avait une agriculture et un monde assez classique, et en fait, le phosphate était produit par les plantes, il était consommé par les personnes, et puis ensuite, ce fameux phosphate était ensuite remis à la terre avec les déchets animaux, avec bien sûr les cadavres d'animaux qui mouraient sur place, etc., etc. Donc bref, on avait un cycle assez simple. Le phosphate était là, il était consommé et il était réutilisé pour les prairies. Sauf qu'en fait, actuellement, le phosphate ne suit plus ce cycle-là. On va en fait tout simplement utiliser du phosphate pour faire pousser les plantes, et nous après, on va manger ces plantes-là, on va manger tous les animaux qui ont mangé les plantes, et après, on va aller aux toilettes et on va aller rejeter tout ça dans les stations d'épuration, et ça va aller vers la mer. Sauf qu'en fait, en faisant ça, on va épuiser les ressources naturelles, et actuellement, le principal producteur de phosphate dans le monde, qui est le Maroc, va arriver à la fin de ses réserves de minerais, enfin de phosphate, d'ici à la fin du siècle. Donc on va avoir un gros problème sur ces approvisionnements, puisqu'en fait, comme le phosphate qu'on utilise actuellement, qu'on extrait du sol et qu'on utilise en agriculture, part dans les eaux. Si vous habitez la Bretagne comme moi en fait, vous verrez qu'il y a ce phénomène des algues vertes qui est lié à ça. C'est le phosphate qui part dans les rivières et qui tout simplement arrive aux estuaires, et tout simplement les plantes qui voient ce phosphate là qui est super riche, et en fait poussent, en fait ça pose un problème donc déjà avec ces algues vertes là, mais ensuite par la suite parce que on n'aura plus ce phosphate qui va disparaître. Alors vous allez me dire, très bien, on a plus ce phosphate naturel en libre disposition qui sera exporté, mais on va pouvoir en créer. Et c'est pas vrai, c'est assez faux, hein, parce qu'en fait, le problème c'est que ce phosphate qui est créé chimiquement, en fait, nécessite d'avoir de l'énergie. Sauf qu'on a vu précédemment dans un des défis à venir que l'énergie va être de plus en plus rare et de plus en plus chère. Et donc, en fait, produire des engrais chimiques à partir de l'énergie est une mauvaise idée, puisqu'en fait, ça va être de plus en plus compliqué. On n'aura plus ce phosphate abondant qui va permettre, en fait, d'avoir des productions agricoles importantes. Donc voilà, donc ça, c'est un vrai souci également qui va entraîner une instabilité de l'économie. Un autre point, et là, je vais juste en parler rapidement parce que ça va pas impacter directement les entreprises, mais c'est tout simplement la biodiversité. La biodiversité s'effondre, et là on peut vraiment parler d'un effondrement, puisqu'en fait de nombreuses études montrent que grosso modo depuis les années 70, il y a à peu près moins 69% d'animaux vertébrés. Donc c'est vraiment notamment une hécatombe silencieuse dans les mers, mais également sur Terre. Et ça, en fait, on s'en rend pas compte, mais ça aura un impact sur l'environnement, puisqu'en fait, l'environnement, on le connaît au travers de la chaîne alimentaire. Si on tue un prédateur ou une catégorie d'animaux, de poissons, etc., c'est pas forcément très grave, mais si on en tue plusieurs dizaines, en fait, ça va avoir un impact important sur l'équilibre écologique. Et ça, en fait, on s'en rend pas compte, sauf si vous réfléchissez un petit peu. Par exemple, je reprends l'image qu'avait donnée Jean-Marc Jancovici. C'est moi, il y a quelques années de ça, il y a 20 ans de ça, quand j'ai commencé à conduire, et en fait, c'est vrai que à chaque fois que je partais avec mon frère, qu'on faisait le trajet
Paris, Quimper, et ben à chaque fois, qu'on rentrait, fallait nettoyer le pare-brise, fallait utiliser plusieurs fois pendant le trajet le lave-vitre, et il y avait tout le temps des moustiques qui s'écrasaient contre la route sur le pare-brise lors de la route. Sauf que maintenant, si vous repensez à ça, vous vous rendez compte en fait que vous avez quasiment plus besoin d'utiliser votre lave-vitre pendant le trajet. Quand vous faites un long trajet de 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, comme ça m'arrive encore maintenant, c'est vrai que le pare-brise n'est quasiment plus sale, avec des moustiques, des moucherons, etc., qui sont morts en rencontrant le pare-brise de la voiture. Ce qui veut dire en fait on voit cette disparition des insectes. Vous pouvez aussi réfléchir à une question simple: combien y a-t-il d'êtres vivants, à part vous et votre chat et un chien éventuellement, combien il y a d'êtres vivants dans votre maison? Et c'est vrai que quand on pense à ça, on voit bien qu'on est en train de tuer toutes les personnes qui arrivent autour de nous. S'il y a des mouches qui arrivent dans votre maison, vous allez essayer de tuer la mouche. S'il y a des fourmis qui commencent à envahir votre maison, vous allez mettre des pièges à fourmis. S'il y a des moustiques, vous essayez de les tuer, etc., etc. Donc en fait, il y a quasiment pas d'êtres vivants dans nos maisons. Et si vous regardez aussi pareil dans les villes, avec tout ce qui est le goudronnage et la création en fait d'espaces urbains, cette biodiversité est en train de disparaître également. Alors, ce que je disais, c'est que c'est malheureusement pas un des aspects qui permet d'avoir un impact en fait fort sur les entreprises. Ça a un impact indirect, mais c'est quand même quelque chose qui est important et qu'il faut prendre en compte. Donc cet aspect artificialisation des sols, cet aspect destruction des environnements écologiques, hein, c'est quelque chose qui a un impact direct sur notre vie à nous, même si c'est pas un impact direct sur les entreprises. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Alors ça, après, ça c'est la question en fait qui m'arrive tout le temps quand je fais cette présentation-là aux étudiants lors du cours sur la sensibilisation sur les défis écologiques à venir et l'impact sur les entreprises. Je leur demande là maintenant, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Quelles sont les actions? Et le plus souvent, les gens me disent, voilà, ce qu'il faut faire, c'est par exemple avoir plus d'énergie renouvelable et favoriser le nucléaire jusqu'à trouver par exemple d'énergie nucléaire de seconde génération avec tout ce qui est EPR, etc., etc., fusion nucléaire, blabla. Les gens me disent, bah oui, pour tout ce qui est la partie phosphate, il faudrait mettre en place dans les futurs appartements et maisons un système où on va pouvoir identifier, enfin faire passer dans un circuit particulier la partie phosphate. Sur la partie énergie, ah oui, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faudrait manger un petit peu moins de viande et il faudrait consommer plutôt local, blablabla. Bla bla. Donc en fait, souvent j'arrive sur des petites initiatives comme ça individuelles. Sauf qu'en fait, c'est pas ça le problème. Le problème, en fait, c'est pas juste le réchauffement climatique, c'est pas juste un problème d'énergie abondante qui va disparaître, c'est pas juste que la biodiversité est en train de s'effondrer, c'est pas juste qu'on arrive à faire de la pollution des sols, hein. C'est pas juste qu'on va avoir un problème au niveau de la nourriture, c'est un problème systémique. Le réchauffement climatique, la fin de l'énergie abondante, la réduction de la biodiversité, la pollution de l'environnement, c'est juste des problèmes qu'on ne peut pas traiter séparément parce que tous sont liés. En fait, c'est simple, le problème, c'est nous. Le problème, c'est notre surconsommation. Ce qu'on a vu précédemment, ce problème énergétique, ce problème climatique, en fait, vient de nous. Nous produisons trop, nous consommons trop, comme le dit Arthur Keller, et même si on trouve une solution à un des problèmes, par exemple, on arrive à trouver une énergie pas chère et décarbonée avec une fission nucléaire ou un truc comme ça, et en fait on aura quand même des problèmes parce que on aura cette pollution, parce que on aura ce problème sur le climat, etc., etc. Le problème en fait, c'est cette société de consommation dans laquelle nous vivons actuellement qui transforme en fait la nature en déchets. C'est ça, hein. Et quel que soit le mode de société, on le voit, Timothée Paric dit bah voilà, il faut changer de société, il faut aller vers une société comme un peu plus entre guillemets
communiste et changer de notre société capitaliste. Sauf qu'en fait, l'histoire montre que les systèmes, même comme ça, centralisés, tels que le communisme, ont été des échecs. Moi, j'aime bien mettre en exemple la mer d'Aral. La mer d'Aral, en fait, tout simplement, qui était un très grand lac au milieu des terres russes. Et en fait, avec la mise en place de champs de coton, l'agriculture intensive, et en fait, le communisme donc, a fait en sorte que la mer d'Aral s'assèche de plus en plus, que les terres soient de plus en plus polluées avec des pesticides et que soient inexploitables. Donc en fait, c'est pas un système, c'est pas le capitalisme qui est le problème, c'est vraiment nos attitudes et notre société, parce qu'en fait, on a une tendance à créer des machines, à transformer la nature en consommation, en bien. Et tôt ou tard, en fait, on va aller dans le mur, que ce soit maintenant ou dans 5, 10, 15, 50 ans, parce qu'en fait, on détruit notre système Terre qui est autour de nous. Et c'est assez inquiétant dans la mesure où ce que l'on est en train de voir maintenant a déjà été anticipé et modélisé par des simulations informatiques. Alors moi j'aime bien parler de ce système World Free qui est en fait qui est assez ancien en fait et, et qui en fait a été une tentative de simulation pour voir en fait quels seraient les impacts de notre système actuel sur le monde et quels auraient été les impacts sur notre population. Et donc en fait tout simplement ils ont pris une simulation avec l'évolution, tout ce qui est nourriture, population, production de services, pollution, ressources naturelles, etc., etc., pour essayer tout simplement de voir si on continue à agir de la manière dont on le fait, quels vont être les impacts. Donc c'est entre guillemets une simulation informatique, un petit peu comme on le ferait dans un jeu vidéo, et on lance, on dit voilà, on a tant de millions de personnes, les ressources commencent à diminuer de telle manière, les ressources naturelles diminuent, la nourriture augmente, est utilisée de telle manière. Donc ici vous avez les données réelles, voilà, les données en fait du modèle, voilà ici en pointillé. Et ce qui est assez inquiétant, c'est tout simplement que ici vous avez les données réelles, les données de tout ce qui est 1900-1970, 1970-2010, et là en fait vous voyez que les simulations qui sont faites, donc qui sont avec les petits tirets, montrent en fait qu'on arrive à une décroissance, déconsommation ici, voilà, de tout ce qui est population ici en bleu commence à décliner à partir de 2030. C'est pour ça en fait que beaucoup de gens parlent de 2030 comme étant vraiment un moment de passage important, parce que tout simplement ce modèle en fait de simulation qui prouve quand même assez sa justesse, parce que vous voyez la population, on est grosso modo en ligne, la nourriture on est un petit peu au-dessus, la production de services on est un petit peu au-dessous, et la production, tout ce qui est l'utilisation des ressources, on est aussi à peu de choses près, à peu près dans les clous. Et donc ça veut dire que cette simulation qui nous indique vraiment un point de bascule en 2030, est quand même relativement vrai, quoi, véritablement véridique, même si la pollution est légèrement inférieure à ce qu'on attend, et à un moment donné, les courbes vont se croiser et on va avoir de gros problèmes. C'est pour ça que il faut agir dès maintenant, parce que on sait via cette modélisation qui comme apporte son lot de vérité que on arrive au-delà de problèmes à venir qui vont être très importants, et c'est pas pour dans 50 ans, mais cette modélisation l'annonce d'ici à 5 ou 10 ans. Donc voilà, c'est maintenant qu'il faut agir. Alors, donc pour moi, en fait, on arrive véritablement vers un monde en déconsommation qui va toucher toutes les entreprises petit à petit. J'ai essayé de reprendre un petit peu, vous voyez, ce modèle World Free et l'adapter en fait à ce que moi j'estime dans le monde des entreprises. Dans le monde des entreprises, en fait, vous avez plusieurs courbes en fait. Vous avez tout simplement la période ici de la croissance économique, 1960 à 2000, bam, on augmente. Les années de surconsommation, les années 2000,
voilà, où on est en plein dedans, où on consomme à fond parce qu'on a de l'énergie abondante, on a des matières premières abondantes. Et puis on a ce fameux pic de consommation. Alors quand est-ce qu'il va arriver? Est-ce que c'est derrière nous? Est-ce que c'était il y a 1 an, 2 ans? Est-ce que c'est maintenant? En tout cas, on va arriver à un pic de consommation. Et on va se retrouver ici avec un problème en fait de déconsommation. C'est-à-dire que tout simplement, on, on aura moins de ressources énergétiques, on aura moins de ressources environnementales, etc., etc., qui vont faire qu'on va se retrouver dans une situation de crise. Et là, en fait, on va plus se retrouver dans la fin de l'énergie pas chère. Donc là, tout d'un coup, blam, un petit peu comme on le voit ici avec la courbe de la population, mais de manière un peu plus importante, ou au niveau de la production de services, vous voyez ici, plaf, ça va s'effondrer. À un moment donné ici, c'est pareil, on va s'effondrer ici. Et là, en fait, ça va pas arriver comme ça tout d'un coup. Moi, je pense que ça va être plutôt sur des systèmes d'à-coups. On va descendre un petit peu tranquillement vers une adaptation à un monde avec moins de ressources énergétiques, moins de ressources de matières premières et une biodiversité qui va être beaucoup plus faible. Donc à ce moment-là, on va se dire, tiens, il va falloir trouver un nouvel équilibre. Donc là, en fait, ça correspond tout à fait au monde des entreprises avec la phase où les produits se vendaient tout seuls. Avant, vers les années 40, 50, etc., il y avait peu de producteurs et tout simplement, les produits se vendaient tout seuls. Ensuite, on a fait la publicité parce qu'il fallait expliquer pourquoi tel produit était supérieur à l'autre, montrer en quoi c'était intéressant, etc. Ensuite, on arrive sur la partie expérience client où là, c'est pas c'est plus juste nécessaire de dire ouais, achetez mon produit parce qu'il est intéressant, mais on va dire voilà, achetez mon produit parce qu'il est plus efficace pour vous. On va essayer de vendre des produits beaucoup plus sophistiqués et on va travailler sur l'expérience client. Pourquoi c'est intéressant, qu'est-ce que ça apporte, etc. Et là, en fait, ça c'est la période où on est à peu près maintenant, et on va se retrouver sur cette fin de période où on va arriver sur une lutte concurrentielle de plus en plus importante, parce que on va se retrouver avec des personnes qui auront moins de ressources financières pour acheter, et en même temps des entreprises qui vont devoir écouler leurs produits. Alors cette période ne va pas durer très longtemps, mais ça va être entre guillemets un âge d'or du marketing, puisqu'en fait, il va falloir essayer de se différencier, expliquer pourquoi en fait il faut absolument acheter mon produit plutôt qu'un autre. Et c'est vrai que là, on va demander au product manager, on va demander au marketeur d'avoir un ROI maximum et d'essayer de dire mais non, achetez mon produit, achetez mon produit. Mais ça ne va pas durer très longtemps parce qu'à un moment donné, les gens n'auront plus les capacités financières, il n'y en aura plus les ressources pour, et à ce moment-là, on arrivera à la fin du marketing de consommation, et on arrivera dans un marketing de déconsommation où on aura des produits plus low cost, moins chers, moins de quantité, etc., etc. Et ça, on le retrouve aussi dans les produits qu'on propose. Si on se retrouve ici au début de la chaîne, ici, hein, au début de la période, on était sur des produits qui étaient extrêmement simples. On était sur des produits, voilà, très basiques. Par exemple, ici, un livre, pour les enfants, c'était le livre simple, Petit ours brun. Bon, voilà, il n'y avait rien de particulier, il y avait un livre. Après, dans l'économie industrielle dans les années 2000, on travaille un peu plus sur le produit plus évolué, plus évolué. Par exemple, ici, c'est un livre sur l'anatomie. Et en fait, il y a des petites tirettes, on peut changer des couleurs, etc., etc. Donc, on n'est plus dans un livre simple, on est un livre à valeur ajoutée. Dans les années 2000, on est vraiment sur l'économie des services, c'est-à-dire qu'on va pas se contenter d'offrir un livre, mais ça peut être, être, par exemple, un livre avec des sons, avec des bruits. Là, on travaille vraiment sur un peu plus l'expérience. Et là, on se retrouve maintenant dans notre économie actuelle, on travaille sur l'économie d'expérience, c'est-à-dire qu'on va pas juste offrir un livre parce que ça suffit pas, on est habitué à un niveau d'exigence important et on va essayer de se différencier. Et c'est vrai qu'actuellement, par exemple, il y a des liseuses comme la boîte à histoire ou Max. Là, on va pas se contenter d'offrir un livre, mais c'est la boîte qui raconte l'histoire avec des différents scénarios. On peut même aller jusqu'à la Tikino, qui est un mini projecteur où on achète des dessins animés entre guillemets, puis à la maison on a son propre cinéma. Sauf que ces produits-là, qui sont basés sur l'expérience, on va faire une véritable expérience au client, et en fait, ils sont très technologiques, énergivores et très consommateurs de minerais, de matières premières, etc. Et donc, en fait, forcément, lorsqu'on va arriver dans une période où l'énergie sera plus chère, où on aura moins de matières premières, et en fait, ces produits-là ne pourront plus être soutenables parce qu'ils sont extrêmement chers. Ils sont réservés uniquement à une élite de personnes. Donc, on va se repasser en fait sur des gens qui auront moins de moyens, ils pourront plus acheter ce genre de produits-là
parce que ça va devenir trop cher, ça va devenir non prioritaire, hein, ça va être une question de besoin aussi. Et on va se retrouver à nouveau vers des particuliers qui vont plutôt rechercher des produits beaucoup plus simples, des produits par exemple en location. On va pas acheter un livre, mais on va aller retourner par exemple vers la bibliothèque, on va échanger, on va acheter d'occasion, etc., etc. Donc on voit bien que on va aller sur une simplification des produits et un retour au basique avec des produits moins chers, moins onéreux et qui vont aller plus sur le sens en fait. Voilà. Alors, cette déconsommation, pour moi, on va tous être, entre guillemets, victimes. Alors, victime, est-ce que c'est justement un bon ou un mauvais mot? Parce que je l'ai dit précédemment, hein, on est certes victime de la déconsommation, mais c'est parce que tout simplement, la déconsommation, enfin la surconsommation, est la cause du problème. Donc en fait, il va falloir plutôt travailler là-dessus en disant, voilà, oui, entre guillemets, c'est une chose, mais c'est pas une fatalité, c'est un changement. Parce que cette partie déconsommation va tous nous toucher, elle sera subie, et ça va être le plus triste. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont perdre leur travail, c'est des personnes qui ont de moins en moins de budget pour acheter des choses un petit peu superflues, entre guillemets. On va se concentrer sur l'essentiel, et c'est vrai que dans notre économie actuelle, où il y a un taux de chômage qui est relativement faible, ça va fortement changer, parce que des entreprises vont fermer, il y aura moins d'achats, moins de pouvoir d'achat, moins de consommation, et donc en fait ça va toucher une cible de la population qui va être au départ les gens les plus faibles, parce que les gens les plus faibles avec des faibles revenus ou qui perdront leurs ressources, leur travail, ça va être très compliqué pour eux. Donc en fait, ça sera au début subi, et petit à petit, cette partie subie va toucher de plus en plus de personnes, parce qu'au début, c'est les entreprises les plus fragiles qui vont être touchées, les TPE, les PME, les freelances, les indépendants, toutes les personnes en fait qui proposent par exemple du coaching, qui proposent des activités accessoires qui ne sont pas essentielles, et en fait vont être ceux qui vont être frappés en premier. Parce que le premier réflexe, lorsqu'on a des difficultés financières, c'est de dire ok, je vais couper sur les loisirs, je vais couper sur les vacances, je vais couper sur l'achat d'un matériel. En fait, tous ces gens-là qui n'ont pas un business model qui est récurrent vont être touchés parce que tout simplement, si vous êtes tout le temps à la recherche de nouveaux prospects, et en fait, à un moment donné, quand vous aurez moins de prospects, vous arriverez à un seuil de rentabilité qui va être inférieur à ce que vous pouvez supporter. L'entreprise va fermer ses portes. Et donc, vous allez avoir des personnes qui vont être mises au chômage. Donc là, ça va être subi. Ça peut être choisi également. Choisi, en fait, c'est des gens qui vont dire, voilà, je veux essayer de préserver la planète, et donc tout simplement, je choisis de moins consommer, je pars moins en vacances, je consomme moins de viande, etc., etc. Et donc là aussi, ça aura un impact sur les entreprises, parce que si vous vendez des voyages à l'étranger, si vous vendez tout simplement du loisir, si vous vendez des choses qui ne sont plus compatibles avec un environnement, un comportement plutôt écologiste et de déconsommation, et en fait vos produits vont être touchés irrémédiablement. Et après, bien sûr, cette déconsommation pourra être imposée en fait par la loi, parce qu'on va vous dire voilà, il faut que vous ayez un véhicule électrique, vous ayez par exemple des consommations raisonnables, faut mettre en place tel type de réglementation, etc., etc. Là vous serez touché également. Donc en fait, il faut vraiment se dire que cette déconsommation, ça va pas être en fait tout simplement quelques personnes, c'est tout le monde qui va être touché. Vraiment tout le monde. Et comme je le disais précédemment, au départ, en fait, c'est les populations les plus fragiles qui sont touchées, mais par effet de domino, toutes les entreprises vont être touchées au fur et à mesure. Alors, les impacts au niveau macro, c'est simple, hein, on n'aura plus les moyens de faire fonctionner la société de consommation et on aura de plus en plus de problèmes à gérer. Donc, on aura une augmentation de prix de toutes les matières premières et une diminution des ressources et des mécanismes naturels. On voit bien, si la biodiversité s'effondre, le poisson qu'on trouve dans les mers se reproduira moins. Tout ce qui est mécanisme de filtrage, de dépollution des champs, etc., etc., va moins bien fonctionner. Donc tout ça, en fait, tout simplement, va faire que on aura moins de ressources à notre disposition. On aura une baisse de la consommation et l'appauvrissement de masse, puisque les entreprises qui ferment, ça fait, comme j'ai un effet domino, un impact sur les business les plus fragiles, les moins préparés, ceux qui sont incompatibles avec cette nouvelle situation économique de déconsommation. On verra également des ruptures ponctuelles des chaînes d'approvisionnement. Actuellement, si vous achetez un produit, souvent il est fait en Chine, il est fait à l'autre bout de la terre, sauf qu'en fait, on risque d'avoir des problèmes. Des gens qui sont pas contents vont se
se manifester. On l'a déjà vu sur certains points du globe assez chauds, canal de Panama, canal de Suez, etc., etc. En fait, ce sont des points de rupture. S'il y a des instabilités à ce niveau-là, il y aura des soucis à un moment donné. Ça peut être également des ruptures de chaîne d'approvisionnement. S'il y a des tempêtes qui se passent à l'autre bout de la Terre, des inondations qui se passent en Asie, en Chine, etc., forcément, ça aura un impact sur nos chaînes d'approvisionnement ici, parce que la Terre est mondialisée avec une économie où les produits, les services, etc., sont pas forcément réalisés en France ou de manière proche, mais à l'autre bout de la Terre. On verra également des pénuries arriver, pénurie de matières premières, on pourrait parler du cuivre, comme je disais. On verra que ça va être de plus en plus compliqué de repérer les infrastructures existantes, par exemple au niveau des ponts, des routes. Actuellement en France, on a de la chance, le système autoroutier est plutôt bien entretenu, mais quand les communes auront moins de moyens, parce que les entreprises paieront moins de taxes, les particuliers auront moins de moyens financiers, comment on va faire pour maintenir ce système de route ou même les services essentiels de l'administration. On verra également une hausse de tout ce qui est tension, insécurité et conflit. Les gilets jaunes, ce sont vraiment que, entre guillemets, un petit apéritif, malheureusement, puisqu'en fait, les gilets jaunes, c'était une manifestation de tout ce qui était personnes qui se sentaient exclues en fait de la croissance, et au départ en fait c'était ça, hein, c'était une augmentation de la taxe sur les carburants, et qui a été une cristallisation du fait que non, les gens avaient moins de ressources. Et là en fait il y aura encore plus de problèmes et de véritables raisons, parce que les gens vont vraiment perdre leur boulot et il n'y aura pas de possibilité d'en retrouver tout de suite. Actuellement on peut se dire bah oui, je perds mon boulot, je cherche un autre boulot, c'est pas grave, dans quelques semaines, quelques mois, je pourrai en retrouver un nouveau. Sauf qu'en fait, dans un contexte de crise globale, en fait, c'est beaucoup plus compliqué de retrouver un travail, et à un moment donné, les personnes en fin de droit vont être beaucoup plus nombreuses, et il y aura forcément une baisse des minima sociaux qui seront accordés. Donc là, on va arriver sur une tension, et s'il n'y a pas justement un filet de sécurité qui est mis en place, on va arriver sur de la grosse instabilité. Moi, je recommande toujours de se dire, la base, c'est véritablement accorder de la vision aux gens, et le minimum. Le minimum, c'est bien sûr une sécurité sociale et alimentaire, leur donner de quoi se nourrir, se loger et répondre aux besoins essentiels. Pas aller dans la surconsommation, mais aller vraiment sur ce besoin essentiel. Alors là, on a parlé en fait des particuliers. Si on passe maintenant aux entreprises, quels seront les impacts? C'est simple, hein. On va arriver sur une baisse progressive de la consommation et du surchoix, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Quand on arrivera dans un contexte économique compliqué, les produits non indispensables, loisirs, coaching et tout ça, vont être les premiers touchés. Donc si vous proposez ce genre de produit ou de service, attention à vous. Si vous ne faites uniquement que de la prospection, vous êtes sans cesse à la recherche de nouveaux prospects, vous n'avez pas un business model récurrent, si votre produit n'est pas indispensable aux entreprises et aux particuliers, vous allez au-delà de gros problèmes. Il faut également devoir repenser les offres avec l'évolution des besoins. On va arriver sur moins de high-tech. Il faudra penser plus low-tech, robustesse, réduction des coûts, réduction de la complexité, pour aussi penser une nouvelle manière de consommer. Par exemple, l'occasion, acheter en proximité, le recyclage, tous ces business models-là qui vont être véritablement au cœur de l'économie, puisqu'en fait, on ne pourra plus acheter neuf comme auparavant, on ne pourra plus se dire, allez, je pars à l'autre bout de la Terre en avion, mais peut-être qu'il va falloir faire plus de covoiturage, il va falloir plus d'occasions, etc. On va avoir également une concurrence qui va s'exacerber, puisqu'en fait, les entreprises, qu'est-ce qui va se passer quand elles vont voir qu'elles ont moins de clients? Elles vont être aux abois, et donc elles vont à la fois réduire leur personnel, ils vont essayer d'aller chercher d'autres prospects, ils vont essayer de réduire leur prix, leur marge, sauf qu'en fait, ça va aller sur une spirale en fait de lutte sur les prix, de lutte sur les produits. Et une entreprise qui n'a plus rien à perdre et qui se dit non mais il faut absolument que je trouve des clients, autrement je mets la clé sous la porte, elle va casser les prix, donc on va arriver sur une spirale baissière en fait des prix. Donc on aura pas forcément
de bons choix à faire, et ça va être vraiment compliqué, à la fois au niveau du gouvernement, au niveau des entreprises et au niveau des particuliers, parce que pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez votre machine à laver qui claque, vous dites, bon, c'est pas grave, je vais racheter une autre. Si vous êtes une voiture qui tombe en panne, bon, ok, bon, vous allez faire un nouveau crédit, vous allez acheter une nouvelle voiture. Sauf qu'en fait, que ça va plus se passer comme ça. Vous aurez moins de budget, donc moins de marge de manœuvre, et ça sera compliqué de faire que des bons choix. Il faudra faire un sacrifice en disant ok, je répare la machine à laver, mais à ce moment-là, je vais plus aller au resto cette semaine, ou je vais plus aller au resto pendant 3, 4, 5, 6 mois, ou je vais plus partir en vacances, etc., etc. Voilà. Moins de produits aussi hyper spécialisés. Donc comme on aura moins de superflu, moins de trucs de loisirs, et on va retrouver sur tout ce qui est des produits plus simples, plus génériques, moins chers, et un retour vers la simplicité. Donc tout cela, ça risque de vous faire un petit peu peur, mais c'est vrai que ça risque d'être un vrai bazar si on réagit pas. En fait, le problème, c'est que si on reste comme ça, tel que l'on est, avec la situation telle que je vous ai décrit, on va directement vers une grande catastrophe à la fois économique, mais également sociétale, puisqu'en fait, si une partie des gens en France et à l'étranger perdent leur travail, on arrivera vers une instabilité, des gens qui se révolteront. Donc c'est pour ça qu'il faut plutôt choisir dès maintenant d'anticiper cela, parce que plus on sera au pied du mur, plus en fait les situations vont être compliquées à gérer, et plus en fait il va y avoir des gens qui vont s'énerver, il va y avoir des tensions, et ça va être extrêmement compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut anticiper cela. Et c'est ça en fait le problème, c'est qu'en fait même si vous ne croyez pas à la déconsommation, même si vous dites non mais ce que je vous ai raconté précédemment est faux, en fait, essayez quand même d'anticiper ça, parce que si vous vous dites non mais non ça va marcher tout le temps, il n'y aura aucun problème, on trouvera des solutions, on trouvera de l'énergie pas chère, non mais on trouvera le moyen d'économiser des choses, peut-être, mais si ça marche pas, comment vous faites? Comment vous faites? Ça sera trop tard parce que vous serez au pied du mur, et ça va être compliqué de trouver des solutions quand vous êtes en plein stress et que vous vous rendez compte que vous avez perdu tout d'un coup 30% de vos clients en quelques mois parce qu'il y a une crise économique et qu'il y a une perte de confiance. Donc en fait, il faut agir dès maintenant, parce que la poule aux œufs d'or, là maintenant actuellement, on est en train de s'en rendre compte que cette fameuse poule aux œufs d'or, elle va pas durer éternellement, et donc il faut accepter de changer et d'adapter dès à présent votre business model, parce que sous stress, ça va être trop compliqué, parce que vous serez en train de dire mais comment je vais faire, essayer de trouver des solutions qui ne sont pas créatives, devoir s'adapter en urgence, ça va être une mauvaise solution. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut anticiper dès à présent. Voilà, et ce que je voulais vous montrer justement, c'était l'importance de comprendre le pourquoi. Parce que si je vous dis oui, il faut adapter votre business en mode déconsommation, vous allez me dire ouais, t'es bien gentil, mais si vous avez commencé à vous dire voilà ce qu'il faut faire, vous l'auriez pas compris. C'est pour ça que je commence tout de suite à vous dire le pourquoi. Et c'est ce qu'on a vu précédemment, les défis écologiques, les impacts qu'on va avoir ensemble. On vient de voir le pourquoi. Maintenant, on va passer au comment. Comment en fait je peux agir et qu'est-ce que je peux faire. Voilà. C'est ça qui est essentiel, parce que le but c'est pas juste de rester sur ce constat-là, mais se dire je dois passer à l'action. Et de toute façon, dès qu'on passe à l'action, tout de suite on se sent beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'on se dit ok, j'ai compris les problématiques, je dois passer maintenant à quelque chose de concret. C'est comme lorsque vous sentez pas bien, vous êtes malade, vous allez chez le médecin et il vous dit ah ben voilà, j'ai vu, vous avez telle maladie ou tel problème, bon, vous allez faire tels examens et ensuite on passe à un traitement. Tout de suite, quand on connaît en fait la source du problème et que on vous propose un diagnostic ou quelque chose à mettre en place, on se sent mieux. Même si on n'a pas encore guéri, même si on n'a pas encore la solution, déjà, en fait, rien et uniquement le fait de pouvoir identifier le problème et savoir qu'on peut agir, c'est déjà un premier pas, et ça va permettre de rassurer et d'avancer vers les solutions. Voilà, c'est ce que je vous propose. Donc maintenant, c'est à nous d'agir, et on va passer à la prochaine partie de la présentation.